Allez, bienvenue mes amis grenésiennes et grenésiens dans ce nouveau JT du Grenier, réalisé sans montage et sans trucage, vous le remarquerez, mes trois petits singes de la sagesse, que dis-je, vos trois petits singes de la sagesse viennent de revêtir une casquette Make America Great Again. Non, ce n'est pas une publicité pour Monsieur Donald Trump, c'est un petit clin d'œil parce que j'aimerais bien trouver un fabricant de casquettes, un sponsor de fabricant de casquettes pour nous faire des casquettes méga, pas maga mais méga pour par exemple Make Europe grandement amoindrie ou encore miniaturisation d'une Europe grandement amoindrie, bref. Je lance un jeu concours pour qu'on lance une casquette de l'effondrement de l'Union européenne face aux États-Unis. Je sais, c'est vilain, c'est méchant. Et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui, les amis. Les États-Unis de SpaceX contre qui? Contre l'Europe des bouchons. Une image vaut mille mots. Si vous avez la même expérience de terrain que moi, c'est-à-dire que lorsque vous essayez de boire à la bouteille, vous avez cette espèce de bouchon qui vous rentre dans le nez, la bouche, l'oreille, la barbe, et qui est fort désagréable à l'usage, eh bien, bienvenue en Union européenne, l'union de la guerre des bouchons contre, évidemment, SpaceX. Alors c'est une analogie, vous l'avez compris, c'est une analogie pour vous parler aujourd'hui d'un certain nombre de faillites. D'ailleurs, j'aurais dû mettre un S à faillites en France. Ce n'est que le début. L'Europe des bouchons contre les États-Unis de SpaceX. Aucune chance de victoire, mes amis. Parce que s'il y avait la guerre des boutons et que nous, aujourd'hui, on se lance dans la guerre des bouchons, les Américains, eux, ils sont dans la guerre des étoiles. On ne joue pas au même niveau. Et c'est tout ça dont je vais m'entretenir avec vous et faire appel à votre sagacité. Pourquoi ? Pour stimuler simplement la réflexion, l'échange, le débat économique et évidemment politique qui en découle, en essayant non pas de vous asséner encore une fois des vérités, mais de partager avec vous mes convictions, mon avis, mes analyses, et puis surtout un certain nombre de réflexions et d'éléments pour vous permettre de mettre les choses en perspective et de vous forger, vous, votre propre conviction de citoyen éclairé, et c'est ça mon objectif, éclairer le débat, et donc tous mes concitoyens à ma modeste petite échelle. Alors, des annonces de plans sociaux qui se multiplient, vous n'avez pas dû passer à côté évidemment, donc on pense à la grande distribution, Auchan, mais il n'y a pas que Auchan, Casino, Carrefour, les craintes d'un hiver social dans le secteur de la grande distribution, c'était à la une du Télégramme, fermeture de 26 agences du Crédit Agricole en Midi-Pyrénées, à quoi s'attendre en Tarn-et-Garonne, ça c'était à la une de la Dépêche. Michelin, 2 fermetures de sites, il y a Cholet et puis une autre ville qui me sort de la tête, vous mettrez ça en commentaire bien évidemment. La Tribune, triste record de défaillance, le triste record de défaillance d'entreprises est atteint, 65 000 sociétés ont mis la clé sous la porte. CCF, la tempête à venir pour les salariés et les agences de la banque, la HSBC, ex-CCF, bref, partout évidemment. Les plans sociaux se multiplient et donc quand on a une multiplication des plans sociaux, ça c'est la première étape évidemment avant les faillites, et nous avons également des annonces de faillites qui se multiplient. Habitat, c'est fini, souvenez-vous. Caddy, le célèbre fabricant de chariots de supermarché, a été liquidé aussi. Casa, dont on parle depuis quelques jours maintenant. Le fabricant emblématique de boîtes alimentaires Tupperware, ça c'est une société américaine, mais elle avait été internationale, elle avait été placée en liquidation et en faillite. Et puis évidemment, clap de fin pour Jiffy, 600 magasins menacés en France. Et oui, c'est un véritable tsunami de faillite, de dépôt de bilan, de disparition d'entreprises, pas des moindres. Altis, évidemment, le groupe mené par Monsieur Drahi,
qui est dans de bien mauvais draps également. Alors pourquoi? Eh bien des causes multiples. Des causes multiples, elles ne sont pas classées par ordre d'importance, mais enfin c'est important que vous les ayez en tête. Mais évidemment, la hausse des taux d'intérêt, même s'ils sont en train de redescendre, mais ils sont passés de moins 0,5, on était en taux négatif en Europe, à plus 4,5% en moins de 2 ans. Donc c'est une envolée spectaculaire, c'est la plus forte hausse jamais enregistrée des taux d'intérêt de l'histoire des banques centrales. Alors ça, évidemment, à un moment donné, toutes les sociétés qui avaient besoin de se refinancer ou qui avaient des crédits relativement conséquents, je vous rappelle que les entreprises très souvent empruntent à taux variable ou elles empruntent sur des durées très très courtes, ce qui fait qu'elles doivent se refinancer très souvent et très régulièrement, elles empruntent à 1 an, à 2 ans, et donc elles se prennent de plein fouet, bien entendu, la hausse des taux d'intérêt. C'est pas comme vous qui avez emprunté pour votre maison, pour votre appartement, ou vous achetez pour vous empruntez pour votre logement. On emprunte sur 20 ans à taux fixe, au taux d'aujourd'hui. Donc bon, voilà, si ça passe dans le budget, que les taux ils montent ou ils baissent, à la limite s'ils baissent, on peut peut-être renégocier la baisse, mais s'ils montent, on n'est pas impacté personnellement, nous les consommateurs, les acheteurs, les emprunteurs, par les taux variables, sauf si vous êtes sur du crédit revolving ou ce genre de choses. Crédit revolving égale crédit revolver, donc un pistolet sur la tempe financière, donc surtout pas de recours au crédit revolving. En tout cas, c'est ce que disait mon pépé. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est pas évidemment un jugement de valeur. Certains vont être obligés de manière très momentanée d'avoir recours à ce genre d'outils parce qu'ils ont une passe extrêmement difficile et qu'ils n'ont pas d'autre solution, mais moins on a de recours à ce genre de choses, moins on s'appauvrit parce que c'est des crédits très extrêmement coûteux. Des changements d'usage majeurs et notamment la numérisation des usages et des dépenses. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous envie d'un bel écran plat que vous voyez là et qui encore n'est pas si beau que ça et finalement il n'est pas si grand que ça et on fait vraiment nettement mieux aujourd'hui, vous le savez. On a des trucs absolument immenses, extraordinaires avec des effets surround, des barres de son extraordinaires, on a envie d'un abonnement Netflix, on a envie de chacun avoir un super téléphone portable avec un super abonnement qui va avec et le téléphone qui fait flip-flop là et qui s'ouvre et machin, le dernier iPhone à la mode, on a envie d'avoir les dernières consoles, les dernières PlayStation, bref, on a une numérisation de nos dépenses en réalité. Et donc pareil, je suis pas dans une posture de jugement là, je vous dis simplement on a des changements d'usage. Les gens aujourd'hui, le consommateur a plus envie d'un superbe écran plat avec une barre de son extraordinaire et un abonnement à Netflix que le tout à regarder d'un vieux canapé qu'on ne remplacera pas ni chez Casa ni chez Habitat, d'où la crise pour ces entreprises de l'ameublement, parce qu'on préfère acheter le dernier cri en hi-fi, en vidéo, en sono, en téléphonie, plutôt que de renouveler son intérieur. C'est ni bien ni mal, ce sont des allocations de dépenses de la part du consommateur. Ce sont des préférences qui évoluent avec le temps. C'est ce que j'appelle pompeusement la numérisation des usages et des dépenses. C'est l'arrivée de l'IA qui va changer énormément de boulot et qui est déjà en train de changer énormément de boulot. Le commerce en ligne, bien entendu, qui fait que voilà, vous n'allez plus forcément dans un magasin chercher un meuble, mais vous le faites livrer directement via Amazon qui vend à peu près tout et n'importe quoi et qui est devenu le plus gigantesque des supermarchés de la planète et de l'histoire de l'univers et du monde, qui vous livre directement tout ça chez vous, peu importe le bilan carbone, peu importe ce que vous pensez de Jeff Bezos, peu importe si vous aimez pas, que vous soyez pour ou contre, c'est pas le sujet, c'est que c'est en train de se passer. Et donc en se passant, eh bien ça modifie considérablement nos usages, et en modifiant nos usages, ça modifie considérablement le paysage économique. C'est ce que Schumpeter, l'économiste, Strumpfpeter, pour le moyen mémotechnique que l'on utilisait quand nous étions jeunes et étudiants, Schumpeter, c'est ce qu'il appelait les vagues de destruction créatrice. Et bien, les vieux modèles économiques plus adaptés meurent et puis de nouveaux émergent. C'est un processus dit de destruction créatrice. Alors pour celui qui se fait détruire, et bien évidemment, il n'y a rien de créateur, mais pour celui qui s'appelle Amazon, eh bien, vous voyez que c'est l'émergence de nouveaux acteurs qui n'existaient pas il y a 20 ans. Voilà. Enfin bon, Amazon, c'est 95, enfin il y a 20 ans, en 2004, ça existait à peine, on avait à peine les tuyaux.
Je vous rappelle que l'ADSL, le premier haut débit, je ne vous parle pas de la fibre, hein, le premier haut débit, l'ADSL, ça date de 2005 pour Paris intramuros. Nous avons évidemment les coûts de la guerre en Europe et les coûts de la dette et le coût des retraites. Pareil, aucune méchanceté ou jugement à l'écart de nos amis retraités qui ne volent rien, c'est pas le sujet. Simplement, tout ça, ça a un coût, et ce coût, eh bien, il entraîne une hausse de la fiscalité qui est bien entendu important, une hausse de nos factures énergétiques qui est bien entendu important, et donc tout ça, ça joue directement sur l'argent disponible, le pouvoir d'achat disponible des ménages. À venir, le découplage des États-Unis et de l'Europe et les multiples dépendances européennes face aux États-Unis. Vous l'avez compris, c'est de ça aussi que nous allons parler dans ce JT du grenier. Alors ce fameux découplage USA-Union européenne, et bien évidemment, c'est un drame économique aussi prévisible qu'évident, c'est la chronique d'un désastre annoncé. Cette vidéo, enfin toutes mes vidéos restent en ligne, on ne les retire pas, vous pouvez apprécier les analyses justement dans la durée, avec ce qu'elles ont de juste, avec ce qu'elles ont de faux. Vous allez donc pouvoir pondérer, là aussi mettre en perspective, voir les choses de manière beaucoup plus élargie, et c'est pour ça que c'est très important de faire des prévisions, de faire des analyses, mais de les laisser en ligne également pour voir après ce que ça donne un peu avec le temps. Et vous pouvez vous amuser à regarder toutes les vidéos, à re-regarder toutes les vidéos et regarder ce que ça a donné, pas donné, ce qui tombe à côté, ce qui tombe à peu près dedans, puisqu'il tombe pleinement dedans. Voilà, c'est passionnant d'essayer justement de cerner les grandes tendances, de les mettre en avant, d'essayer de les sortir là, de tout le maelstrom, toute cette espèce de brouhaha médiatique pour dire voilà, ça c'est vraiment important dans tout le bruit qui nous empêche d'avoir une bonne vision, voilà ce qui est très important. Alors le protectionnisme américain serait extrêmement préjudiciable aux États-Unis et à l'Europe selon la Commission européenne. Alors aux États-Unis je ne suis pas sûr, mais à l'Europe ça c'est certain, évidemment, Make America Great Again égale Make Europe grandement amoindrie, voilà, égale miniaturisation d'une Europe grandement amoindrie. Ce que les États-Unis vont gagner, nous allons globalement le perdre. Le décrochage de l'Europe, ça c'est un article de l'Echo, ça c'est un journal belge, par rapport aux États-Unis va s'accentuer dans les prochaines années. Tout le monde l'a très bien compris. Tous les économistes qui réfléchissent un petit peu à ce qui est en train de se passer arrivent à la même conclusion et on sait exactement, globalement, dans l'épaisseur du trait, à peu près, vers quoi on est en train de s'orienter et c'est pas très positif. Regardez ici, c'est le podium des pays exportateurs. Alors, en premier, l'Allemagne avec 157 milliards d'euros de biens exportés vers les États-Unis. C'est considérable, 157 milliards d'euros. En deuxième position, l'Italie avec 67 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis, l'Irlande avec 51 milliards d'euros vers les États-Unis et en quatrième position, la France avec 43,8 milliards, allez, presque 44 milliards d'euros d'exportation vers les États-Unis. Si vous additionnez ne serait-ce que les 4 premiers exportateurs européens, je vous laisse faire le calcul, 157 plus 67 plus 51 plus 43, et derrière il y a tous les autres, évidemment ça donne des boutons aux États-Unis d'Amérique. Mais il y a autre chose, c'est le GNL, c'est un article des Échos en France, le GNL, nouvel élément perturbateur des relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, la nouvelle dépendance. Alors, les Échos, c'est pas un journal complotiste, et puis c'est pas un journal anti-américain, hein, d'accord? Donc, voilà, c'est vraiment un journal économique, bien pensant, et à peu près comme il faut, voilà. Donc, la nouvelle dépendance du vieux continent envers le gaz américain, qui n'existait pas lors du premier mandat de Donald Trump, pourrait avoir son importance dans la perspective de tensions commerciales, mais c'est aussi le cas entre Pékin et Washington, et les États-Unis ont besoin de débouchés pour écouler
leur gigantesque production. Et oui, mais enfin, nous, on a plus besoin de gaz pour faire tourner l'Allemagne, et ne serait-ce que pour assurer le chauffage à nos amis allemands, que les Américains n'ont besoin d'acheter du champagne, si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Paolo Gentiloni, qui est le commissaire aux affaires économiques, le camarade commissaire politique de l'Union européenne, de la grosse commission de Bruxelles, une fois. Nous vivons la fin d'une illusion européenne. Qu'est-ce qu'il dit, la camarade commissaire politique? Nous vivons la fin d'une illusion européenne. L'illusion d'une énergie bon marché grâce au gaz russe, d'un marché chinois ouvert et sans limite à nos exportations, et d'une sécurité assurée par les États-Unis. Merci Paolo, j'aurais pas mieux dit, et pour une fois, je suis pleinement, mais alors pleinement, en phase avec l'analyse d'un camarade commissaire politique de la grosse commission bruxelloise. Comprenez, maintenant, il n'y en a plus gaz russe, il n'y en a que gaz américain très cher. Je parle le Obélix dans Obélix et compagnie, je vous laisse aller voir, c'est très drôle. D'un marché chinois ouvert sans limite à nos exportations, comprenez, la mondialisation s'en est terminée, vive la démondialisation et le protectionnisme. L'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, c'est terminé, Walou, fini, basta. Terminé, voilà. La sécurité assurée par les États-Unis, ça va battre des ailes puisque il va falloir que l'on paye le coût de notre sécurité. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Nous avons remplacé la dépendance russe par la dépendance au gaz GNL américain. Vous l'avez compris, c'était une histoire de gros sous et de captation de marché. Nous vendons nos pépites industrielles aux Américains, Alstom, les sociétés d'optique, toutes les sociétés d'armement, enfin bon, vous pouvez vous amuser à sortir la liste, c'est juste absolument hallucinant. Donc parler de souveraineté et d'indépendance de l'Europe vis-à-vis des États-Unis, permettez-moi de faire Make America Great Again, miniaturisation de l'Europe grandement amoindrie, MAGA contre méga, mais méga c'est méga catastrophe pour l'Europe. Nous sommes dépendants bien entendu de la sécurité américaine dont il faudra payer le prix, parce que en Ukraine, le renseignement, il est made in USA. Les missiles, ils sont made in USA. La poudre à canon, elle est made in USA. Que vous dire d'autre? La stratégie militaire, elle est made in OTAN, mais comprenez made in USA. Bref, il n'y a que le bout du doigt de l'ukrainien qui est made in Ukraine et les morts qui, eux, sont bien made in Ukraine, rassurez-vous, et made in Russia aussi. Et ça, par centaines de milliers depuis le début de la guerre. Mais tout le reste est made in America. Et donc, si vous voulez vous passer des États-Unis d'Europe, c'est pas Sébastien Lecornu et ses 20 canons César que nous sommes capables de produire par an qui va être capable, avec ses petits bras extrêmement musclés, et aussi sympathique soit-il, n'est pas le sujet, nous n'avons plus la filière industrielle capable aujourd'hui de produire des armements en masse. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ce sont des dizaines d'années qui seront nécessaires si nous souhaitions retrouver une souveraineté, ne serait-ce que dans la production d'armement, alors que nous avons vendu nos pépites. Donc vous voyez, on fait l'inverse de ce qu'il faut faire, et ça doit vous renvoyer au médicament, le Doliprane, dont en réalité on se fiche un peu, parce que le Doliprane, il est symbolique, le Doliprane, que je surnomme le Doliprane. Mais le Doliprane, pour les maux de tête, c'est pas un médicament critique, en réalité c'est du paracétamol, on pourrait refabriquer le paracétamol. Mais vous voyez bien qu'en réalité, on n'y arrive pas. Voilà. Et on vend ça à qui? Aux États-Unis d'Amérique, à qui nous achèterons notre Doliprane quand MAGA nous fera très mal à la tête et nous donnera des grosses migraines géostratégiques. L'Union européenne va répondre en faisant la seule chose qu'elle sache faire, encore plus d'économies administrées grâce à nos camarades commissaires politiques de l'Union européenne et de la grosse commission de Bruxelles, et de réglementation. Donc on vous réglementera encore plus la chasse, la taille de vos chasses d'eau, actuellement limitée à 5 litres par l'Union européenne, mais je suis sûr que pour sauver l'environnement, nous passerons à 3 litres. Les États-Unis vont protéger leur marché, et
Déréguler, c'est-à-dire, comprenez, retirer des contraintes et rendre de la liberté aux entrepreneurs et aux entreprises. Et donc, on se retrouve avec d'un côté les États-Unis de SpaceX et de l'autre côté des réglementations qui s'empilent et ce que j'appelle l'Europe des bouchons, l'Europe qui nous tous les Européens qui ne peuvent plus boire à la bouteille. Alors, finalement, on ferait mieux d'avoir des gourdes que des bouteilles en plastique, plutôt que d'aller chercher des bouteilles en plastique dont on ne peut plus se servir. Bref, tout ça, c'est l'économie vue par le petit bout de la lorgnette, c'est l'économie administrée, c'est l'économie technocratique, et c'est l'UERSS, d'accord? C'est typiquement le genre de mesures stupides, stériles, économiquement épouvantables, castratrices, destructrice de liberté, d'entrepreneuriat, de grandeur, de créativité, d'inventivité qu'on trouve en Europe. Et de l'autre côté, vous allez avoir une Amérique des possibles, Make America Great Again. Et pour Make America Great Again, eh bien, il y a un certain nombre de principes, dont la liberté. Voilà, la propriété privée, la liberté, les incitations positives. C'est là-dessus que Donald Trump va miser, pendant que nous, avec Elon Musk. Alors, Elon Musk, vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer. Ça c'est de l'opinion, et puis c'est du sentiment et c'est de l'émotion. Dans les faits, Elon Musk, c'est Tesla, et c'est l'invention d'un nouveau constructeur automobile aux résultats extraordinaires, à la technologie extraordinaire et de rupture. C'est SpaceX, c'est le fondateur de PayPal qui avait révolutionné les modes de paiement. C'est SpaceX qui révolutionne l'histoire spatiale avec des lanceurs réutilisables et qui envoie Ariane Espace complètement dans les cordes. C'est Starlink, où 70% des satellites aujourd'hui dans le ciel et jamais lancés depuis l'histoire de la conquête, le début de l'histoire de la conquête spatiale, sont des satellites qui aujourd'hui appartiennent à Elon Musk, qui demain pourra lancer un réseau avec des téléphones à $100. Bref, Elon Musk, vous pouvez le détester, le trouver arrogant, ne pas l'aimer, le trouver violent dans ses méthodes, peu importe. Ça, d'accord, c'est de l'émotion, c'est de l'opinion. Mais la réalité, c'est que c'est un type qui vient de révolutionner ni plus ni moins que 5 secteurs industriels. C'est phénoménal. C'est-à-dire que depuis l'histoire, le début de l'histoire de l'humanité et de l'économie, vous n'avez pas beaucoup de types qui ont été capables de révolutionner comme ça plusieurs pans entiers de l'économie. Ce sont des gens qui se comptent sur les doigts d'une main depuis que l'économie existe. Donc, c'est absolument extraordinaire, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, et c'est fascinant à suivre et à regarder. Donc, d'un côté, les États-Unis de SpaceX, de l'autre côté, l'Europe des bouchons. Et la guerre des bouchons, je peux vous dire qu'on est à peu près sûr de la perdre. Alors, quelques petites suggestions et réflexions personnelles à mener, bien évidemment pour notre résilience, pour notre robustesse individuelle. Alors bon, collectivement, ça c'est le sujet politique. Et puis individuellement, c'est le PEL, le patrimoine, l'emploi et la localisation. C'est les 3 paramètres de votre liberté. Comment je dépense mes sous, comment je les dépense pas, comment je les mets de côté, comment je les place. Vous avez un certain nombre de libertés de plus en plus érodé par une fiscalité évidemment qui devient confiscatoire, votre emploi, votre job, votre métier, votre valeur, ça c'est un deuxième paramètre de votre liberté, puis évidemment votre localisation. Je rappelle que le SMIC est partout pareil sur le territoire national, mais que le montant des loyers n'est pas du tout le même, ni le montant de l'achat immobilier. Et donc dans mon petit coin de Normandie, vous pouvez trouver des loyers à 300 ou 400 euros. En région parisienne, un loyer à 300 ou 400 euros, ça n'existe pas. Donc quand vous gagnez un SMIC, c'est-à-dire 1426 euros net par mois, vous pouvez vous loger à 400 euros dans mon petit coin de Normandie, ou même à 500 euros dans mon petit coin de Normandie. Vous ne pourrez jamais vous loger en région parisienne pour ce montant-là. Donc l'articulation de votre localisation, de votre emploi, de vos revenus, de votre salaire, la manière dont vous allez constituer ou utiliser votre patrimoine, c'est extrêmement important que vous en ayez une réflexion approfondie avec une stratégie et avec des objectifs très clairs que vous devez et que vous pouvez évidemment vous assigner en fonction de ce que vous souhaitez faire et de votre parcours de vie et de votre situation personnelle et individuelle.
Je ne peux que vous inciter sur l'emploi à changer d'emploi maintenant si vous voulez le faire, parce que ces portes sont vraiment en train de se refermer. Vous avez vu tous les plans sociaux, vous avez vu toutes les faillites qui arrivent. Donc ça va être compliqué sur le front de l'emploi en 2025. Ça va être également compliqué sur le front des aides sociales en 2025. D'abord parce que l'État n'a plus d'argent. Et donc quand l'État n'a plus d'argent, à un moment donné, de toute façon, il faudra réduire les dépenses et on réduira les dépenses de chômage. On réduira probablement la durée encore d'indemnisation, etc., etc. Donc, vous allez avoir de plus en plus de difficultés d'emploi, de moins en moins de couverture sociale. Donc, ayez une démarche très proactive, à mon sens, sur votre emploi, votre employabilité. Investissez sur vous-même, investissez dans vos compétences, formez-vous, mobilisez votre CPF, allez chercher des formations, ajoutez de la valeur à votre valeur, ayez une véritable stratégie là-dessus. Je pense que c'est extrêmement important pour vous démarquer dans un monde qui va devenir de plus en plus compliqué. Puis je vous rappelle que l'intelligence artificielle déboule et donc il y a beaucoup de jobs qui pour nous semblaient, pour notre génération, semblaient une évidence. Tout ce qu'on a appelé call center, les centres d'appel, etc., qui est une énorme économie. C'est des jobs qui semblaient évidents. Et pourtant, avec l'IA, ça risque de rendre beaucoup plus compliqué, en tout cas de réduire la volumétrie de ce nombre de boulots, parce que beaucoup de choses pourront être traitées automatiquement par l'IA, quand bien même il reste un reliquat de choses où un véritable être humain, un véritable contact humain sera nécessaire. Mais on va dire que, allez, là où on avait 100 opérateurs, l'IA va réduire de 50 ou 60% le nombre d'opérateurs très rapidement. Bon, donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut avoir en tête pour travailler, améliorer, optimiser votre résilience personnelle et vous rendre plus robuste. Plus on sera chacun de nous robuste et résilient, plus la société sera robuste et résiliente et mieux ce sera pour nous individuellement, mais également pour nous collectivement. Voilà ce que je voulais vous dire, les amis. Bon, le Flash Stratégie, toujours en ligne. Je vous parlerai du prochain bientôt. Voilà pour les quelques considérations que je voulais partager sur Make America Great Again d'un côté et miniaturisation de l'Europe grandement amoindrie, donc MAGA contre méga. Je ne suis pas contre qu'un fabricant de casquettes veuille bien sponsoriser le slogan méga. Et puis vous pouvez également en commentaire essayer de trouver encore plus intelligent comme slogan méga pour montrer justement cette idée de miniaturisation de l'Europe et que ce que les États-Unis vont gagner d'un côté, nous allons évidemment le perdre si nous n'y prenons pas grande attention et si nous avons justement une vision qui est purement socialisante, d'économie administrée et de régulation étouffante, on va évidemment s'effondrer et avoir le même destin funeste que l'URSS, simplement ce sera l'UERSS. Voilà, les pouces, les partages, vous pouvez vous abonner gratuitement là-haut, en bas, partout. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous souhaite de très très bonnes réflexions, de beaux échanges en dessous dans les commentaires et puis évidemment beaucoup de bonheur pour cette semaine dans le froid a priori qui s'annonce et prenez grand soin de vous. Salut les amis, à la semaine prochaine.